Donc, bonjour à tous, Ouais. bienvenue à notre talk. Donc, on va vous parler d'interface moderne en mobile. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous parler d'interface moderne. Simonet, je ne sais pas trop. Alors, pourquoi on veut vous parler de ce sujet aujourd'hui Pour ça marche, tu vois, si ça marche. Pour ça, on va faire quand même une petite rétrospective sur l'environnement mobile. En 2008, on a le SDK UIKit qui est sorti chez Apple et le SDK Android pour Android. Il faut remettre un peu au contexte de l'époque. À ce moment-là, c'était Flash, HTML4, CSS2. Donc c'était vraiment pas mal ce qu'ils ont sorti à l'époque, malgré le fait que c'était basé sur Objective-C et Java, qui sont des langages qui, déjà à ce moment-là, avaient une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine d'années. Seulement, entre-temps, l'écosystème, et notamment sur tout ce qui est web, a vraiment pas mal évolué, et dans le bon sens du terme. Et par contre, les SDK, eux, ils ont eu quand même des évolutions, mais c'est resté un peu toujours la même base. Alors, on a bien des nouveaux langages qui sont sortis, Swift chez Apple et Kotlin chez Android, qui ont permis d'avoir un code qui est quand même plus concis, plus joli à regarder et plus sûr. Mais in fine, si on regarde, on va reprendre. Ah bah tiens, c'est ton code, tu vois, Simonet. Donc si on prend l'Objective-C, bon, c'est pas très joli avec ses crochets et tout. Et la version Swift, c'est un peu plus court, déjà mieux. Mais les paradigmes restent les mêmes. On code de la même manière. Et du coup, en fait, avec les SDK actuels, on ne profite pas de la puissance des nouveaux langages de Swift et de Kotlin. On est toujours limité par ce que peut proposer Objective-C et Android. Il y a eu un autre changement ces 10 dernières années, c'est qu'initialement, en fait, c'était des SDK qui étaient prévus pour faire des applications pour téléphone. On a eu les tablettes, on a eu les montres, on a eu les TV qui se sont rajoutés. Et on sent au niveau de ces frameworks que ce n'était pas prévu initialement. Et quand on veut supporter un ou plusieurs de ces nouveaux appareils, ce n'est pas toujours évident. Chez Apple, on a même carrément des fois des OS différents. Donc si on veut porter son application parfois sur un autre appareil, il faut une nouvelle base de code. Un autre gros changement, c'est en 2008, il y avait, les applications, c'était le début, elles ne faisaient pas forcément grand-chose. Vous n'aviez pas de Uber ou de Tinder. Sauf que maintenant, il faut pouvoir s'adapter aux différentes tailles d'écran, et notamment tout ce qui peut être notch. Il y a pas mal de traitements de données en background, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Essayer de restaurer l'état de l'application pour ramener l'utilisateur là où il en était s'il y a eu un problème, et puis faire du temps réel. On a tous envie de voir notre Uber au dernier moment. Enfin, on a tous envie de voir notre Uber au bon moment. On n'a pas spécialement envie de le rater. Et tous ces éléments-là, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à gérer actuellement sur ces plateformes. En fait, on a un problème, c'est que l'expérience développeur, elle ne s'est pas énormément améliorée sur ces 10 dernières années pour les mobiles. Grosso modo, si je prends un développeur mobile, il va devoir faire 3 choses. Écrire son UI, ce qui est assez verbeux, on va le voir avec Simonet. Compiler, ça prend pas mal de temps. Et puis après, c'est de voir que en fait, donc ça peut être déjà de naviguer d'écran en écran pour arriver sur l'écran que vous vouliez tester. Et puis au final, c'est de se rendre compte que ça ne marche pas. Donc on recommence. Yes. En effet, on recommence et du coup, on va passer en détail tous les points qu'on a vus là. Par exemple, écrire du code UI. Alors, c'est verbeux. Déjà parce que pour écrire juste, par exemple, du texte, on doit écrire du XML. Or, il y a plus pratique, mais c'est même pas ça le point, c'est que là, c'est des interfaces qui sont un peu adaptées. Android, encore, ça passe, j'ai envie de dire, c'est lisible, on peut directement éditer l'XML. Or, ceux qui font du iOS, ils savent que ça, c'est vraiment pas éditable, c'est vraiment pas lisible, surtout quand il y a des conflits de fusion. Et du coup, on utilise le storyboard parfois, ou parfois on utilise juste du code. Tu l'utilises souvent quand même. Ouais, bon, écoute, storyboard, c'est date de décision du storyboard. Moi, j'ai fait du storyboard, c'est simple. Et voilà, le storyboard, c'est pour être un peu complexe à prendre en main, et surtout, voilà, quelques issues qu'on peut trouver facilement sur Google juste en cherchant storyboard is. Les comportements dynamiques sont implémentés en dehors de l'XML. L'XML n'a pas vocation à être forcément dynamique, en tout cas dans les premières itérations des SDK actuellement en disposition.
Et du coup, par exemple, ici, si on veut mettre à jour une photo, on doit référencer l'objet ImageView dans notre code en Swift, et puis appliquer des modifications de façon impérative. On va voir après ce que ça veut dire. Et du coup, dire par exemple mylabel.text égale Toto. Les paradigmes, du coup, impératifs, surtout sur iOS. Alors, impératif, bien sûr. Quelques détails sur le débat entre impératif et réactif. L'impératif, c'est séquentiel, c'est verbose, c'est synchrone. Ça peut être un peu plus facile à débugger, il faut être honnête. Le réactif, c'est piloté par la donnée. C'est concis, c'est asynchrone, c'est un peu plus difficile à débugger. J'ai des collègues qui pourront en témoigner. Mais globalement, ça permet d'avoir une approche qui est plus pilotée par la donnée, effectivement. Si vous n'avez pas compris ces slides, c'est pas grave. La différence, c'est que l'impératif, c'est cool, et l'impératif, c'est SO 2012. Peu importe ce que vous dites. Il n'y a pas de hot reload, surtout sur iOS. Sur Android, finalement, c'est arrivé après quelques temps, grâce à de nouvelles évolutions des librairies à disposition. Mais on peut difficilement faire des choses comme ça. Ça, c'est du React Native. Qu'on aime, on n'aime pas. C'est vrai que l'expérience développeur est déjà plus au rendez-vous. On met à jour, par exemple, les couleurs du texte. On n'a rien d'autre à appuyer. Il n'y a pas des boutons compilés. Ça se met à jour la plupart du temps. Et les aperçus sont peu fiables. Toujours sur iOS. Du coup, si on a utilisé notre storyboard ou notre Xib, sauf si on commence à utiliser des paramètres qui ne fonctionnent pas vraiment, en tout cas, on a une interface soi-disant WYSIWYG pour définir notre UI, mais puis le rendu final va être assez différent. Et puis c'est long. C'est long parce que la plupart des fois, il faut recompiler. Et en vrai, si vous avez un vrai projet de la vraie vie TM, ce qui se passe, c'est que vous auriez des dizaines, des centaines de fichiers. Et puis, à un moment donné, il faudra recompiler ou recompiler from scratch parce que... Et vous passez votre vie à faire ça et à boire des cafés. Et puis, une fois qu'on a fait ça, comme disait JC, bien sûr, il y a toujours des petits soucis, des petits ajustements à faire. Du coup, il y a des concepts complexes à maîtriser lorsqu'il faut comprendre d'où un bug ça vient. C'est vrai que c'est des plateformes qui datent de 2008, mais certaines en fait s'inspirent des concepts qui prédatent 2008, viennent du monde macOS ou même avant. Et du coup, il y a une stratification d'API, il y a du layer, des view controllers. Si vous démarrez dans nos iOS, il faut maîtriser tous ces concepts et pourquoi il faut utiliser l'un ou l'autre, puis les storyboards qui se sont ajoutés. Côté Android, ça va un peu mieux, mais du coup, à une époque, il y avait View et Activity, puis les fragments, il fallait les utiliser, et puis en fait, non, et puis en fait, si. Voilà. Du coup, là, c'est 2019. Notre Jackie Chan, il a un peu vieilli, et du coup, c'est peut-être le temps de se mettre un peu à jour. Il y a des solutions fournies par la communauté, la plupart, comme RX Swift, des frameworks faits par des développeurs, React Native, qu'on aime ou on n'aime pas, des solutions par Airbnb. Il y a aussi des alternatives first party pour mettre à jour la donnée de façon dynamique, comme Jetpack Live Data. On ne va pas en parler, mais c'est une solution, en tout cas pour Android. Et sur iOS, on est, comme on dit, à poil. Et du coup, mais en tout cas, le problème, c'est toujours le même. C'est que si on se base sur des composants tierces, aujourd'hui ça marche, demain ça marche, après-demain, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont maintenus, est-ce qu'ils ne sont pas maintenus? On a par exemple aujourd'hui une application interne Xebia faite en React Native qui ne marche plus, on n'arrive plus à mettre à jour les dépendances parce que tout a changé en 2 ans. Et finalement, Apple et Google sont décidés de dire bon, c'est fini, on va fournir une solution maintenue par nos équipes. Et du coup, en mai et juin 2019, 2 solutions sont sorties, SwiftUI, vous en avez entendu parler, et Jetpack Compose. L'intérêt de ces solutions, du coup, c'est qu'en plus d'être maintenues par Apple et par la team Android de Google, elles sont intégrées de façon native dans l'outillage qu'on utilise tous les jours, comme Xcode et Android Studio. Des icônes, parce que c'est beau. Les éléments clés,
Allez. Du coup, syntaxe déclarative, programmation réactive first party, du coup, manue par les équipes en Californie, et sont construits à partir de langages de programmation qu'on aime, et qui sont fiables, qui sont safe, et qu'on voudrait utiliser à la place d'utiliser des XML avec des attributs, des trucs chelous, qui datent de l'époque de SOAP. On commence ? Allez, c'est parti. Donc maintenant qu'on a beaucoup parlé, on va regarder un peu plus à quoi ça ressemble du code SwiftUI et Jetpack Compose. En fait, c'est juste ça. Donc là, par exemple, si je veux m'amuser à définir un talk pour la Xebicon en SwiftUI, donc c'est celui qui est à gauche. Il est où le pointeur ? Ça marche pas bien. Bon, c'est pas grave. C'est celui qui est à gauche. Donc là, j'ai juste un body en fait qui va me permettre de définir mon layout dans lequel je vais avoir un texte. Et sur Jetpack Compose, ça sera une fonction qui sera notée composable dans lequel je vais aussi définir mon layout et ça sera aussi un texte. Alors déjà, une première chose qu'on peut voir, c'est pas le même code sur les deux plateformes. Il y a des différences. Mais vous allez voir quand même à travers les différents slides, ça se ressemble beaucoup. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi pour les développeurs iOS et les développeurs Android pour un peu partager les concepts. Et c'est où mon XML ? Il n'y a plus d'XML. Là, Oh. ton XML, ton storyboard, tu t'en débarrasses. Là, il y a tout, en fait. Là, ça m'affiche un beau truc. Je me sens seul. En fait, ça m'affiche tellement un beau truc qu'on peut faire des previews sur les deux plateformes. Donc avec une syntaxe qui est assez similaire à celle de déclarer sa vue. Ce qu'on peut aussi faire, c'est on peut faire plusieurs previews. Donc là, par exemple, sur iOS, je me suis amusé dans le code à faire une preview pour le mode Dark, qui est arrivé cette année, et le mode Light. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Petite vidéo, mais on verra que le mode Light. Là, on a un text Hello World que je modifie pour devenir Modern UI. C'est comme du React natif. C'est comme du React natif, mais pas natif. React. Enfin, c'est du natif, mais c'est plus du React. Et c'est ça qui est beau. Un autre point important, c'est que c'est paramétrable. Si vous voulez, du coup, on fait une vue pour afficher un talk, donc c'est pas mal de passer un talk. C'est facile de donner la donnée. Il suffit juste de la passer en propriété sur SwiftUI ou en paramètre de la fonction sur Compose, et puis d'utiliser le titre du talk. Ce qui nous donne ça dans nos previews. Donc, à droite, c'est la preview Jetpack Compose. Le gros point, en quoi c'est utile, c'est que vous n'avez qu'un seul point d'entrée du coup pour mettre à jour votre view. Donc vous êtes forcément obligé de repasser les données si vous voulez mettre à jour votre view. Ce qui est complètement différent du paradigme impératif où on pouvait le faire comme ça en passant paramètre par paramètre. Donc on a moins de désynchronisation. Avant, ça arrivait souvent, surtout avec la programmation réactive, d'avoir une donnée en mémoire qui n'était pas la même que la donnée affichée à l'utilisateur. Avec ce genre de paradigme, ça arrivera moins souvent. Voire peut-être pas, mais je dirais moins souvent. On ne va pas prendre de risques. Ensuite, un autre élément qui nous intéresse beaucoup, c'est la composabilité. Du coup, on part de cet exemple, très beau, hein, JC, vraiment, tu as tout donné pour faire l'interface. C'est pas moi qui ai choisi les icônes, je me dédouane. Du coup, on a on à va gauche... échanger, comme ça les gens vont pouvoir voir ton beau faciès. Ok. Du coup, on a à gauche une heure du talk avec un joli picto, et à droite la salle avec un autre joli picto, super joli picto. Ça donne quoi le code? Ça donne des éléments un peu complexes. Vous voyez, il y a par exemple un élément qui va contenir le picto du temps avec la date, le démarrage de la date, le tiret et la fin du talk. Et pareil pour l'élément qui contient la room. Du coup, on a le picto de la room et le nom de la salle. Ça, du coup, c'est un peu verbeux, on ne peut pas forcément le réutiliser, mais comme vous imaginez, on peut créer des composants qui encapsulent ces définitions et finalement le réutiliser ailleurs dans le code et surtout rendre nos interfaces beaucoup plus lisibles. Attends, tu es en train de me dire qu'on peut refactorer facilement maintenant? On peut refactorer facilement. Que du bonheur. Alors le point suivant, les listes. Je pense que quand vous demandez le top 3 des choses que les devs mobiles aiment, ils vont vous dire les listes et les listes. Alors une liste, comment ça se fait? En Swift, dans l'ancien temps,
bon, c'est encore le temps actuel, mais dans l'ancien temps, c'était comme ça. Et ça permet juste d'afficher un certain nombre de talks et la partie, enfin, la cellule. Et à peu près le même genre de code sur Android. Bon, sachant que là, en plus, il n'y a pas toute la gestion de la partie visuelle, de l'enregistrement. Derrière, encore pas mal de code pour vraiment gérer ça. Et là, on est déjà quand même à 29 et 27 lignes. C'est long, c'est verbeux, on fait souvent des erreurs avec ça. C'est pas terrible. Avec SwiftUI, ça marche ou pas? Voilà. Avec SwiftUI et Jetpack Compose, bah c'est ça. J'ai juste une liste de talks. Pour chaque talk, je vais faire un talk row. Et presque la même chose sur Jetpack Compose. J'ai un vertical scroller, en tout cas pour le moment. Et pour chaque talk, je vais faire un talk row. Et là, j'ai tout. J'ai vraiment, avec ça, j'ai vraiment tout. Toute la partie visuelle. Donc là, en 8 lignes, je bats les 29, 27 lignes et tous les autres trucs qu'il y avait avant. C'est génial. Et mais comment je peux justifier mes journées de travail, du coup, s'il n'y a que ça à écrire? Ah bah, va falloir que tu trouves. Je dois remonter mon TGM. Ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Enfin, moi, ça me rend super heureux. Et ça me fait penser. Donc là, bon, je vous fais l'exemple en mode. Je vous fais l'exemple du rendu. Mais ça me fait penser quand même à autre chose, c'est l'Euro 2000, tu vois. Ça, tu me l'avais pas dit. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool. Je t'avais promis une surprise pendant la présentation. Non, je vais pas faire ça. Je t'avais promis une surprise pendant la présentation. Là, voilà. Non, je suis pas content. Alors, dernier point des éléments qu'on peut gérer avec SwiftUI et Jetpack Compose, c'est la gestion des données. Je suis désolé, il fallait que je la fasse quand même. Donc, imaginons qu'on veut pouvoir interagir avec la vue pour, par exemple, liker un talk. Comment on va faire ça? Alors là, je pense que je vais tous vous perdre parce que les explications ne vont pas être easy, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Donc en SwiftUI, on va faire un bouton avec une image qui va nous dire si le talk est liké ou pas. Et puis on va changer le toggle du like. Sur Jetpack Compose, c'est à peu près pareil, sauf qu'on va utiliser une fonction qu'on aura passée en paramètre. Alors pourquoi une fonction en paramètre sur Jetpack Compose et pourquoi ici on a ce qu'on appelle un property wrapper binding sur SwiftUI? Parce que si ici j'avais la donnée isLiked et que je la changeais ici, à partir du moment où je vais m'amuser à re-rendre les talks à un autre moment dans ma liste, le statut du talk, lui, il n'aura pas changé. Donc ça sera remis à zéro, enfin avec le statut initial du talk. Non, moi ce que je veux, c'est vraiment changer le statut du talk en lui-même. Donc ici, on va passer une fonction, et là on va passer un binding qui va dire, en fait, moi le isLiked, c'est pas ma donnée, je sais pas d'où elle vient, tu me la donnes, moi je te préviens quand je la mettrai à jour sur un autre statut, et tu te débrouilles avec. Du coup, dans notre talk row, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appeler notre nouvelle vue, du coup avec le statut isLiked du talk, avec une syntaxe bizarre pour le binding, et puis sur Jetpack Compose, en fait, à chaque fois que le talk va changer, enfin à chaque fois que le like va changer, on va faire une copie et changer le statut du talk. On remonte au stade au-dessus, on est dans notre liste, et du coup, dans notre liste, on va devoir passer un binding sur SwiftUI de notre talk, et la fonction, on va passer aussi une autre fonction, donc là, on va passer une autre fonction dans notre liste qui, dès qu'elle va voir que le talk a changé, donc on a changé le statut du like, on a changé le statut du talk, donc ici, quand le talk a changé, on va mettre à jour notre liste de talk. Et pour faire ça, du coup, sur les deux, on a une notion de state, donc avec une notation un peu bizarre sur Jetpack Compose avec le petit plus, et ici, sur SwiftUI, de nouveau avec un property wrapper. Et le state, ce que ça veut dire, c'est je suis propriétaire de la donnée. Quand cette donnée, elle change, remets-moi à jour mon layout. Oups, j'ai pas fait le bon bouton. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Donc petite preview sur Xcode. Donc on peut rentrer en mode interactif. Donc là je suis rentré en mode interactif et maintenant je peux changer le statut des talks. Ça c'est super génial, c'est comme le reste des previews. Ça ne nécessite pas du coup de lancer toute l'application, d'aller sur un écran pour pouvoir faire des tests. Bon là j'ai mon code qui est à gauche et je peux tester mon UI à droite. T'as vraiment fait l'application Xebicon? Mais oui, bien sûr. Wow. Je fais un écran. Alors, bon, et pour expliquer un peu rapidement du coup cette partie-là, l'idée c'est que ça va être en top-down sur ces deux outils.
On va avoir, donc en top, on va avoir le... Je sais même plus ce que je vais marquer, ça n'a pas de sens ce que j'ai mis. Top vers le state. Bon, bref. Donc on a les bindings, oui, donc top, donc tout va remonter vers le state via les bindings ou les callbacks. Et les composants intermédiaires, du coup, ne gardent pas d'état. Avant, par exemple, si je prends un text field, quand vous lui donniez le texte que vous aviez mis dans votre viewModel, la valeur était dans votre viewModel et dans le text field. Ici, l'idée, c'est le text field, il n'a pas de données, tout vient du state. Et ça va redescendre via la mise à jour du state. En fait, dès que le state est mis à jour, ça va remettre à jour tous les composants. Voilà pour les fonctionnalités. Alors maintenant, Simonet, petite question pour toi. Ouais. Est-ce que c'est développeur friendly? Peut-être moins qu'Objective-C. Effectivement, on peut décrire l'interface de façon moins verbeuse. On peut faire des previews de façon rapide. Et constater les bugs, c'est un peu plus simple. Mais bien sûr, on est encore sur un outillage concernant Android qui est pré-alpha, en preview, disons. Et côté iOS, bon, ça c'est stable depuis 5-6 mois, du coup, voilà, à prendre avec les pincettes. Mais on peut éditer l'interface de façon simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des nouveaux paradigmes. Ceux qui viennent du monde web, React, ou Vue, sont déjà à l'aise avec certains des éléments. Qui a une expérience totalement mobile, devra apprendre pas mal de choses. C'est presque un reset total de nos compétences, presque. Et du coup, c'est effectivement une nouvelle montée en compétences à avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a appris tous ces paradigmes, on peut appliquer les mêmes éléments sur tous les devices à disposition, en tout cas pour la partie Apple, parce que tout SwiftUI couvre toutes les plateformes actuellement existantes, comme iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS, je les connais par cœur. Mais c'est vrai que c'est les mêmes idées qui reviennent aussi sur le monde Android. Du coup, ce sera plus facile d'interagir, d'échanger avec un collègue qui fait de l'Android, par exemple. Et en conclusion, du coup, est-ce qu'on peut partir en prod avec iOS, avec SwiftUI, c'est iOS 13 minimum, ce qui est déjà les 70% des devices actuellement à disposition des utilisateurs. Et c'est compatible avec UIKit, même s'il y a quelques bridging à faire. Côté Compose, c'est en version alpha, en version preview. Il y a des choses qui manquent. Mais voilà, on en est effectivement pas loin et on peut effectivement déjà s'amuser pour faire des petites applications de démo. Et c'est tout, et j'ai dépiqué le dernier slide, je pense. C'est pas grave, je t'en veux pas. Ouais, d'après ce que tu m'as fait. Voilà. De l'action, je comprends. C'est tout, voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'à là, je sais que c'est tard. Et je tiens particulièrement à remercier JC parce qu'il est malade et il a fait le possible pour être à ce talk. Je ne suis pas un grand malade non plus. Ouais, quand même. Donc, si vous avez des questions. Il y a une question là, une question là. On a le temps, bien sûr. Hein. Ouais, parce que écoute, on a été bon sur le temps. Bonjour, merci pour la presse. De rien. Alors bon, ça fait 1 an et demi que j'ai plus fait d'iOS native parce que j'ai basculé sur React native, qui était pas mal. Ça me donne envie de revenir. Question suivante. Est-ce qu'on peut gérer les contraintes, les layout constraints avec SwiftUI? Oui, c'est prévu. Ça prend en compte ça. Ouais. Mais du coup, en fait, sur SwiftUI, c'est un tout nouveau système de layout, donc tu ne feras pas des contraintes. Par contre, du coup, si tu as du code en UIKit avec des contraintes, ça ne posera pas de problème. Il y a effectivement des API qui rappellent les contraintes sur SwiftUI pour avoir des comportements plus précis. Mais effectivement... Mais ça ne sera pas du layout constraint ou tout autre nom. Il y avait une question ici, sauf si c'est la même. Je ne suis pas expert React Native, mais je fais un peu de Flutter. Mais ce que j'ai compris de React Native et la gestion et la gestion des états, c'est que sans Redux, React Native, ça ne serait pas très utile, et sans bloc ou provider, Flutter, ça ne serait pas très utile. Du coup, sur SwiftUI et Compose, est-ce qu'il y a déjà des trucs préembarqués qui font un peu cette gestion d'état globale,
et où est-ce qu'il y a déjà des tierces parties qui travaillent là-dessus? Ça, c'est une super question. Ouais. Pour répondre, ouais. Vous répondez, vas-y. Sur SwiftUI, si on écoute les talks Apple, ils parlent de Redux sans en parler. En gros, ils s'inspirent fortement des éléments qui aujourd'hui composent Redux. Et il y a plein de talks du coup sur la gestion des états. Et à mon avis personnel, SwiftUI a déjà une gestion des états qui du coup a inspiré Redux et qui est opinionated. Du coup, il y a une façon de faire qui est recommandée par Apple. J'essaie à montrer un exemple simple avec arroba state, mais en vrai, ça c'est l'exemple qui va bien pour faire des applications démo, mais il y a tout un gestion des states qui est plus complexe que ça et qui est beaucoup plus abouti que ça. Pour la partie, c'est ça, et pour la partie Jetpack Compose, j'ai pas il y a des choses, mais ça m'a pas encore l'air d'être totalement clair. C'est pour ça que je suis pas sûr d'avoir fait les trucs dans la règle de l'art sur la partie Compose. Mais à mon avis, ça va évoluer d'ici la sortie. D'autres questions? Un autre qui aura fait, je sais pas. Je fais pas d'iOS, J'ai fait du PhoneGap. Du coup, on l'a pas encore sorti. C'est du PhoneGap? Non, même pas. Ah, Non, ça a l'air super intéressant ce que vous avez présenté là. J'avais une question par rapport à Compose. Demain, je dois faire une application. Est-ce que vous me conseillerez de partir sur du Compose ou sur du Kotlin? Si tu fais du Compose, a priori, tu le feras en Kotlin. En fait, ça m'a pas l'air compatible Java. Par contre, Compose, pour le moment, c'est en alpha. Donc, tu peux jouer avec, mais tu pourras pas... Enfin, c'est vraiment pas conseillé de l'embarquer dans son app. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible. En vrai, il faudrait essayer. Par contre, le point qu'on n'a pas précisé, c'est que Compose, c'est comme SwiftUI. Oui. Le jour où ça marchera, c'est compatible avec le code Android. Donc, tu peux faire recréer des vues. Puis, de toute façon, en plus, c'est rétrocompatible avec l'API 26 ou 23, je crois. Donc, à la différence de SwiftUI, tu pourras l'embarquer sur des devices plus anciens. Mais pour le moment, non. Fais du Compose le week-end, mais pas sur une vraie app. Sauf si tu veux. Ça m'étonnerait que ça existe en SwiftUI, c'est radicalement différent. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des outils pour faire une migration du code actuel, donc le XML ou autre, vers les nouveaux frameworks? Ça m'étonnerait que ça existe il pourrait y avoir sûrement des défauts sur Internet qui vont faire une lib qui va chercher de faire ça. Après, le truc, c'est que ça n'intégrera jamais la mise à jour dynamique des interfaces. Et du coup, sans ça, tu passes à côté vraiment de la plus-value de la solution. Ouais, la manière de programmer est tellement différente que ça me paraît difficile de faire un outil pour faire la migration. Bon, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Ouais. Merci beaucoup.